Quel est le point commun entre ce double pendule et le changement d'un événement dans ta vie? Que cela soit le fait de ne jamais avoir avoué tes sentiments à une personne, le fait d'avoir refusé une proposition importante, ou même le fait d'avoir été présent à un moment clé qui a créé une amitié. Quel impact aurais-tu dans ta vie un tel changement? Le lien entre ce double pendule et ce changement tient en un mot, le chaos. Le chaos, ce n'est pas simplement le désordre, c'est le moment où un monde réglé comme une horloge devient pourtant impossible à prévoir. Et c'est justement ce paradoxe qui le rend fascinant. Quand on entend le mot chaos, on pense généralement à quelque chose de complètement désordonné et de confus. Une chambre en bazar, une foule qui court dans tous les sens, une situation qui échappe à tout contrôle, on dit que c'est le chaos. Mais en science, le mot a un sens bien plus précis, et surtout bien plus surprenant. La théorie du chaos ne parle pas d'un monde sans règles, elle parle au contraire de phénomènes qui obéissent à des règles très strictes, mais dont l'évolution devient si sensible, si complexe qu'on ne peut plus les prévoir correctement au bout d'un certain temps. Et c'est là que se cache l'idée la plus déroutante. Un système peut être parfaitement déterminé, sans être vraiment prévisible sur du long terme. C'est le cas du double pendule. Et le fait qu'un système peut être parfaitement déterminé sans être vraiment prévisible, c'est un point essentiel parce qu'on confond souvent trois choses différentes. Le désordre, le hasard et le chaos. Le désordre, dans un premier temps, c'est une impression. C'est ce que tu ressens quand tu ne vois pas d'organisation claire. Ensuite, le hasard, lui, il désigne quelque chose dont l'issue n'est pas fixée à l'avance de manière simple, comme un lancer de dés ou un tirage au sort. Le hasard est donc plus mathématique. Le chaos, en revanche, c'est d'une autre nature. Dans un système chaotique, il n'y a pas forcément de hasard au sens strict. Le système suit des règles. Si tu connaissais exactement son état de départ, et si tu pouvais mesurer tout avec une précision parfaite, tu pourrais, en théorie, calculer ce qui va arriver ensuite. Mais en pratique, cette précision parfaite n'existe presque jamais. Et c'est ce minuscule écart entre ce que le système est vraiment et ce que tu crois mesurer qui finit par devenir gigantesque. Pour visualiser ce principe sans forcément le double pendule, on va prendre l'exemple du casse au billard. Certes, ce n'est pas l'exemple mathématique le plus propre, mais je dirais que c'est une bonne analogie. La queue frappe la bille blanche qui vient percuter le triangle de billes soigneusement rangé. En apparence, tout obéit à des lois physiques très nettes. L'angle du coup, la force, les rebonds, les frottements, les chocs entre les billes, rien n'est laissé au hasard. Et pourtant, une toute petite différence au départ, un angle à peine modifié, une force légèrement plus forte ou plus faible, un point d'impact très légèrement décalé, peut changer complètement la dispersion des billes sur la table. Au début, l'écart semble insignifiant, mais après plusieurs collisions, il devient immense. Les billes ne se retrouvent plus du tout aux mêmes endroits, et la suite de la partie peut être totalement différente. Voilà en quelque sorte le cœur de la théorie du chaos. Dans certains systèmes, des écarts infimes au départ peuvent produire de grandes différences à l'arrivée, même quand tout est régi par des lois bien définies. Cette idée peut être difficile à accepter parce qu'on a longtemps associé la science à la prévision. Comprendre une loi, c'est pouvoir annoncer ce qui va se passer. C'est vrai dans beaucoup de cas. Si tu lances une balle doucement, on peut estimer où elle va retomber. Si tu fais chauffer de l'eau, on sait qu'elle finira par bouillir. Si une planète tourne autour d'une étoile dans des conditions simples, on peut calculer son mouvement avec une très grande précision. Ce succès de la science a donné l'impression que l'univers entier fonctionnait comme une immense machine bien réglée, qu'il suffisait d'observer correctement pour savoir ce qu'il allait arriver. La théorie du chaos ne détruit pas cette idée, mais elle la complique fortement. Elle montre qu'il existe des systèmes où connaître les lois ne suffit pas à prévoir loin dans le temps. Et c'est là qu'intervient une nuance très importante. Un système chaotique n'est pas un système incompréhensible. Il est souvent difficile à prévoir, mais il n'est pas absurde. Il ne fait pas n'importe quoi, il suit une logique, sauf que cette logique produit des comportements extrêmement sensibles. Le chaos, ce n'est donc pas l'absence d'ordre, c'est un ordre d'un genre particulier. Un ordre qui peut engendrer de l'imprévisible et pas de l'incompréhensible. Et tout ça t'oblige à admettre qu'il existe des limites à la prévision, même dans un univers gouverné par des lois. Ça ne veut pas dire que la science échoue, ça veut dire que comprendre un phénomène et le prédire parfaitement sont deux choses différentes. Tu peux très bien saisir le mécanisme général d'un système sans pouvoir annoncer précisément son état à long terme. Par exemple, tu peux comprendre pourquoi la météo change, connaître les grandes lois de l'atmosphère, savoir comment l'air chaud et l'air froid interagissent, et pourtant rester incapable de prévoir avec certitude le temps exact qu'il fera dans plusieurs semaines. Ce n'est pas parce que l'atmosphère obéit au hasard pur, c'est parce qu'elle appartient en grande partie à cette famille de systèmes où les petites différences initiales deviennent énormes. La sensibilité aux conditions initiales est la propriété principale qui se trouve au cœur de la théorie du chaos. Et c'est généralement en évoquant cette sensibilité qu'apparaît l'image très connue de l'effet papillon. On la résume souvent par une question frappante. Un battement d'ailes de papillon peut-il provoquer une tempête à l'autre bout du monde?
Prise au pied de la lettre, cette formule peut paraître exagérée. Elle donne l'impression qu'un petit geste isolé crée à lui seul un événement gigantesque. En réalité, l'idée est plus subtile. Le battement d'ailes du papillon n'invente pas la tempête à partir de rien. Il représente plutôt une variation minuscule dans un système déjà extrêmement sensible, comme l'atmosphère. Si les conditions sont telles que cette variation est amplifiée au fil du temps, alors le résultat final peut effectivement être très différent de ce qu'il aurait été sans elle. L'image ne veut donc pas dire qu'un tout petit événement produit forcément une catastrophe immense, elle veut dire que dans certains systèmes, de très faibles écarts peuvent modifier profondément l'évolution générale. C'est une idée presque dérangeante parce qu'elle bouscule notre intuition. On aime penser qu'il existe une proportion simple entre les causes et les effets. Une petite cause donnerait un petit effet, et une grande cause un grand effet. Dans beaucoup de cas, c'est vrai. Si tu pousses doucement une porte, elle s'ouvre un peu. Si tu pousses fort, elle s'ouvre davantage. Mais les systèmes chaotiques ne respectent pas toujours cette logique rassurante. Ils sont faits de boucles, d'interactions, de retours, de réactions en chaîne. Ce qui compte n'est pas seulement la taille de la cause, mais la structure du système dans lequel elle intervient. Une variation minuscule dans un système très sensible peut prendre une importance énorme, alors qu'une variation bien plus grande dans un système tout à fait stable peut rester sans conséquences majeures. Cela aide aussi à comprendre pourquoi la prévision a une limite naturelle dans certains domaines. Prenons la météo, qui est l'exemple le plus célèbre et qu'on a déjà évoqué et que je vais encore évoquer après. Les prévisions sont souvent bonnes à quelques jours, elles deviennent déjà très fragiles à une semaine. Et au-delà d'un certain horizon, l'incertitude grossit beaucoup trop fortement. Pourtant, les lois physiques de l'atmosphère ne changent pas selon l'humeur du ciel, elles restent tout à fait les mêmes. Le problème vient du fait que l'atmosphère est un système immense, mobile, très sensible, où d'innombrables variables interagissent sans arrêt. Température, humidité, pression, vent, relief, océan, nuages, tout cela forme un ensemble où les petites erreurs de mesure se propagent très vite. Même si tu disposes d'ordinateurs puissants et de nombreux relevés, tu ne peux pas supprimer complètement l'incertitude initiale. Et dans un système chaotique, cette incertitude finit toujours par reprendre le dessus. Mais il faut éviter une confusion. Dire qu'un système est sensible aux conditions initiales ne signifie pas qu'il réagit de manière totalement désordonnée à n'importe quoi. Il y a une structure, il y a des limites. Tout ne peut pas arriver. Par exemple, la météo d'une région ne va pas soudainement produire des températures absurdes ou violer les lois de la physique. Le chaos ne supprime pas le cadre général, il rend surtout impossible une prévision précise du détail à long terme. C'est une différence importante. Le système garde une cohérence, mais cette cohérence ne suffit pas à verrouiller l'avenir dans une trajectoire unique que nous pourrions suivre sans erreur. Au fond, cette sensibilité aux conditions initiales dit quelque chose de très profond sur notre rapport au réel. Elle montre que le monde n'est pas seulement difficile à prévoir parce qu'il serait compliqué ou parce qu'on manquerait encore de bonnes théories. Dans certains cas, l'imprécision fait partie du jeu. Même avec des lois connues, même avec des outils sophistiqués, il existe une frontière au-delà de laquelle la prévision détaillée se brouille. Comme on l'a vu, pendant longtemps, beaucoup de savants ont pensé que si l'on connaissait bien les lois d'un phénomène et ses conditions de départ, on pouvait prévoir son évolution sans trop de difficultés. Cette idée avait de bonnes raisons d'exister. Après tout, elle avait très bien fonctionné pour décrire le mouvement des planètes, la chute des corps ou bien d'autres phénomènes physiques. Puis au XXe siècle, un basculement s'est produit. Les chercheurs ont commencé à voir apparaître dans certains calculs des comportements si irréguliers qu'ils semblaient presque absurdes. Au début, on aurait pu croire à des erreurs de calcul ou à des défauts de machine. En réalité, ils mettaient le doigt sur quelque chose de beaucoup plus profond. La théorie du chaos est née de ce moment où l'on a compris que des lois parfaitement déterminées pouvaient produire des évolutions impossibles à prévoir en détail sur la durée. Et le nom qui revient le plus souvent dans cette histoire est celui d'Edward Lorenz, un météorologue américain. Au début des années 1960, il travaillait sur la prévision du temps avec un ordinateur très simple comparé à ceux d'aujourd'hui. Son but n'était pas de révolutionner toute la science, il cherchait surtout à mieux comprendre comment l'atmosphère évolue et pourquoi les prévisions météo finissent par perdre en fiabilité. Pour cela, il utilisait un modèle réduit du climat, avec quelques variables seulement, afin de simuler le comportement de l'air. C'est dans ce contexte, en 1961, qu'il a fait une découverte devenue célèbre. L'histoire est restée fameuse parce qu'elle est très simple. Un jour, Lorenz a voulu relancer une simulation déjà commencée, sauf qu'en entrant les nombres de la première simulation avec 3 décimales comme les sorties papier, il a oublié que l'ordinateur faisait les calculs avec 6 décimales. Il a donc évidemment entré une valeur arrondie. Or, quand la machine a recommencé les calculs, le résultat final s'est éloigné de plus en plus de la première simulation. Au début, les deux trajectoires semblaient proches, puis elles ont divergé totalement. Ce que Lorenz venait d'observer, c'était l'idée centrale de la théorie du chaos. Dans certains systèmes, une variation infime au départ suffit à transformer complètement l'évolution ensuite. Cette découverte a été décisive parce qu'elle montrait que l'imprévisibilité n'était pas forcément due à l'ignorance complète ou au hasard pur.
Le système de Lorentz suivait bien des règles, il n'inventait pas ses mouvements au hasard. Mais ces règles rendaient le système extraordinairement sensible aux conditions initiales. 3 décimales en plus, ça change tout. Et en 1963, Lorentz a publié un article devenu historique, souvent considéré comme l'un des grands textes fondateurs de la théorie du chaos moderne. Même si à sa sortie, l'article était un peu passé sous la trappe. Il a fallu attendre 1972 pour que ses travaux fassent du bruit en réalisant une conférence dans laquelle il pose la fameuse question « Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ?» C'est donc l'effet papillon qui connaît une grande médiatisation. Ainsi, le travail de Lorentz a contribué à faire comprendre pourquoi la météo, même étudiée avec sérieux et avec des lois solides, ne peut pas être prévue indéfiniment dans le détail. Il faut aussi comprendre que cette révolution scientifique est étroitement liée à l'arrivée des ordinateurs. Avant eux, beaucoup de calculs étaient trop longs, trop répétitifs ou trop complexes pour être explorés vraiment. Les ordinateurs ont permis aux chercheurs de répéter très vite des suites d'opérations simples et d'observer leur évolution pas à pas. C'est là qu'un phénomène étonnant est apparu, des équations relativement simples pouvaient produire des comportements d'une richesse incroyable. Sans ordinateur, beaucoup de ces trajectoires seraient restées invisibles. La théorie du chaos doit donc une grande partie de son essor au fait que les scientifiques ont enfin eu les moyens de regarder les systèmes évoluer sur de longues séries de calculs. Et peu à peu, d'autres chercheurs ont compris que ce que Lorentz avait vu en météorologie ne concernait pas seulement la météo. On retrouvait des comportements comparables dans des domaines très différents, les fluides, la biologie, certains systèmes mécaniques ou encore des modèles mathématiques très simples. La théorie du chaos n'était donc pas une curiosité locale, elle révélait une propriété générale de nombreux systèmes dynamiques. Et d'ailleurs, point important, c'est aussi à cette époque que l'on a commencé à visualiser certaines formes devenues célèbres, comme l'attracteur de Lorentz. Cette figure en boucle qui évoque des ailes de papillon et qui a beaucoup contribué à rendre ces idées plus concrètes. Pour être plus précis, l'attracteur de Lorentz, c'est la forme que prend l'évolution d'un système chaotique quand on la représente graphiquement. Edward Lorenz l'a mis en évidence en étudiant un modèle très simplifié de la convection atmosphérique, c'est-à-dire des mouvements d'air liés aux différences de température. En traçant l'évolution du système, il a obtenu une figure célèbre qui ressemble à 2 ailes de papillon. Une bonne coïncidence avec son fameux effet papillon. Et même si le mot attracteur peut sembler étrange, l'idée est assez simple. Dans beaucoup de systèmes, l'évolution ne part pas dans tous les sens de manière infinie, elle reste confinée dans une certaine zone, comme si le système était attiré vers une forme générale. Dans des cas simples, cet attracteur peut être un point fixe ou un cycle régulier. Dans le cas de Lorentz, c'est beaucoup plus déroutant, la trajectoire tourne sans cesse autour de 2 régions voisines, passe de l'une à l'autre et ne repasse jamais exactement par le même chemin. Le système reste donc dans des limites, mais sans jamais se stabiliser ni se répéter vraiment. C'est pour cela qu'on parle souvent d'attracteurs étranges, il est bien une forme d'ordre, puisque les trajectoires ne vont pas n'importe où, mais cet ordre produit un comportement imprévisible dans le détail. 2 points de départ très proches vont d'abord suivre des chemins presque identiques, puis diverger rapidement. Pourtant, malgré cette divergence, ils restent tous 2 prisonniers de la même grande forme. Ce qui est fascinant, c'est que cette figure n'est pas juste un joli dessin, elle résume l'idée centrale de la théorie du chaos. L'imprévisible n'est pas forcément synonyme de désordre total. Le système de Lorentz obéit à des règles précises, mais ces règles fabriquent une évolution qui ne se répète pas simplement et qui dépend énormément des conditions initiales. L'attracteur de Lorentz est donc devenu une sorte d'emblème visuel du chaos. Et je n'ai pas forcément l'habitude de renvoyer vers des vidéos en dehors de ma chaîne, mais là je conseille vivement le visionnage de l'épisode sur la théorie du chaos de la série Voyage au pays des maths de Arte. Dans la vidéo que tu regardes actuellement, avec le monteur, on reprend des visuels. Pas tous évidemment, mais on reprend des visuels de l'épisode sans essayer de trop copier. Donc si tu veux une explication plus mathématique et visuelle de l'attracteur de Lorentz, je te conseille à la fin de cette vidéo d'aller voir l'épisode de Arte vers 6 minutes 43 pour l'explication de l'attracteur. Mais si tu veux quitter la vidéo maintenant, alors n'hésite pas à mettre un petit boost, un like ou un commentaire. Mais passons. Si tu dois retenir une chose de toute cette vidéo, ou plutôt de la théorie du chaos, c'est que le monde peut suivre des règles très précises sans pour autant être facilement prévisible. Elle nous apprend que l'imprévisible n'est pas toujours le contraire de l'ordre. Parfois, il n'est au cœur même de systèmes parfaitement réglés, simplement parce qu'ils sont très sensibles aux plus petites variations. En ce sens, le chaos n'est pas la négation de la science, il en révèle au contraire toute la finesse. Comprendre le réel, ce n'est pas seulement chercher des lois, c'est aussi accepter que certaines d'entre elles rendent l'avenir plus fragile, plus mouvant, plus difficile à saisir qu'on ne l'imaginait. Voilà, j'ai pas l'habitude de dire ça, mais voilà. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais m'adresser aux viewers les plus intéressés par la chaîne concernant quelque chose de personnel. Je vais donc vous voyez. J'avais promis, il y a de ça plus d'une dizaine de vidéos, de faire une FAQ, mais elle n'a jamais vu le jour. Donc j'essaierai de la faire bientôt, mais je ne promets pas cette fois-ci par contre. Mais si je dis ça maintenant, c'est parce que je suis un peu dans une situation merdique. Financièrement, pour être tout à fait sincère, c'est la cata. Je ne peux pas me baser sur le soutien des tipeurs.
Certes, c'est un soutien énorme, je vous remercie du fond du cœur, hein, je ne vais pas refuser un don bien évidemment, mais en réalité, Tipeee plus YouTube, c'est catastrophique financièrement pour le moment. Ma chaîne en fait est bien trop petite. Voilà ce que j'ai gagné avec YouTube ces derniers mois. À cela, il faut bien évidemment rajouter une centaine d'euros quand même venant de Tipeee, et c'est tout. Vous l'avez bien vu, je n'ai pas eu le moindre sponsor depuis que l'algorithme de YouTube a changé il y a quelques mois, et que je fais donc des statistiques catastrophiques, car je n'ai pas encore réussi malheureusement à me réhabituer au nouvel algorithme, et il serait temps de se réveiller. Pendant longtemps, j'étais habitué à faire en moyenne 25 000 vues, ce qui est correct. Pas pour en vivre évidemment, mais c'est correct. Mais là, sur les 16 dernières vidéos, je n'en ai qu'une seule qui a vraiment bien dépassé les 10 000 vues. On va dire 2 avec la dernière vidéo sur Nikola Tesla. Si je prends d'ailleurs ma vidéo sur Nikola Tesla, qui est une réussite comparée aux dernières, elle m'a rapporté pour le moment 36 euros. Donc, si on résume, dans un mois où je gagne moins de 300 euros et que je dois payer mon loyer, mes courses, mes loisirs, qui ne sont pas forcément énormes, donc l'URSSAF et le monteur vidéo, heureusement que j'ai mon prêt qui me couvre, mais il descend à vue d'œil. Ce n'est pas pour rentrer dans le pathos et pour demander une tonne de dons, hein, c'est juste que, pour être sincère, à ce rythme-là, dans 5 mois, je suis officiellement fauché. C'est pour ça que d'ailleurs je vais faire bientôt des changements sur la chaîne et que j'expliquerai tout ça si je fais la vidéo FAQ. Au bout d'un moment, il serait temps de s'habituer au nouvel algorithme de YouTube et faire la même chose encore et encore, c'est stupide tout simplement. Et surtout, le gros changement, c'est pour ça que j'ai abandonné certains de mes projets à côté qui ne rapportaient rien pour devenir Minia Maker. Pour ceux qui savent pas, Minia Maker, hein, c'est juste le fait de faire les miniatures sur YouTube, donc c'est être designer graphique. Les autres projets n'avaient pas besoin de promotion, mais pour celui-ci, je dois faire de la promotion si je veux avoir mes premiers clients. Donc je tente tout ce que je peux faire, et être designer graphique à côté des tournages et de l'écriture des scripts, c'est un projet envisageable, surtout que si ça marche vraiment bien, c'est un truc qui peut vraiment me rapporter en fait. Mais sinon, j'essaie donc de me former, d'apprendre au max, afin de pouvoir vraiment fournir des miniatures YouTube de très bonne qualité. Ce que je vous demande, c'est donc simplement de passer le mot, si vous connaissez quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube et s'il a besoin de bonnes miniatures. Mon but est de me donner à fond sur toutes les miniatures que je recevrai pour pouvoir m'améliorer encore et encore, apprendre de nouvelles techniques, etc., faire des trucs incroyables. Et techniquement, bon, certes, c'est juste pour jouer dans la description sur Fiverr, mais techniquement, j'ai quand même une expérience de 5 ans dans le Minia Making avec ma chaîne YouTube. Je vous mets donc le lien de ma page de Minia Maker sur la plateforme Fiverr, en commentaire, en description et à la fin de la vidéo. Oui, je fais de la promo où je peux. Et sinon, j'espère sincèrement que cette vidéo sur la théorie du chaos, donc ma promotion, vous a plu. Et un grand merci aux tipeurs quand même, et évidemment, à la prochaine.